Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour l'émission numéro 29, nous parlons d'un événement qui en est à sa 46e édition cette année, du 20 au 23 février en fin de semaine. Et donc, c'est un événement très important, très intense pour ma prochaine invitée. Je parle bien sûr du Salon du Livre. Bienvenue à Studio Libre. On tourne la prochaine entrevue le 14 février. Et pour parler d'amour, bien sûr, qui d'autre que ma prochaine invitée? Vous allez le savoir parce qu'elle a un amour vraiment particulier. C'est un amour pour la littérature. Je parle avec Mélanie Rivet, directrice générale du Salon du Livre de l'Outaouais. Bonjour Mélanie. Bonjour, merci de l'invitation. Et c'est vraiment un amour qui date depuis belle lurette, là. On parlait un peu hors d'onde. Parce que avant d'être directrice générale du Salon du Livre, tu étais d'abord autrice. Et raconte-moi un peu comment la littérature est entrée dans ta vie. Mon Dieu, je sais pas comment exactement parce qu'honnêtement, je me souviens, j'habitais à Terrebonne à l'époque, adolescente, sur le bord de la rivière des Mille-Îles et j'écrivais des poèmes à la pleine lune, très cliché, mais bon, ça a commencé comme ça mon histoire et je remplissais des cahiers, de textes de poésie. En fait, je sais un peu comment ça a commencé. C'est une prof au primaire qui m'avait fait connaître les comptines. J'ai commencé à avoir des livres, à demander des livres à ma mère. Ma mère laissait tout le temps traîner des livres à la maison, des Danielle Steele, des traductions souvent. Ça me permettait de plonger dans des univers littéraires. Puis je me suis mis à écrire déjà très jeune. Puis j'ai publié mon premier livre là, à la fin des années 2010, un livre pour enfants. Puis après ça, un récit poétique 2013-2014, des traductions littéraires, puis tout ça, des chapitres dans différents collectifs. Puis ben, ça m'a toujours habité. Donc, de l'adolescence jusqu'à aujourd'hui, je dirais. Puis la différence depuis 7 ans, 8 ans maintenant, c'est que au lieu de moi me mettre en scène ou d'être de l'avant, je mets les autres en lumière. Puis c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire aussi à titre de direction du Salon du Livre de l'Outaouais. Et la direction du Salon du Livre, c'est tout un défi parce que, on en parlait un peu hors d'onde aussi, c'est beaucoup d'auteurs, c'est beaucoup de monde de l'industrie et aussi c'est quand même assez condensé. Là, on parle de quoi? 4 jours, là. Et c'est 4 jours intenses qui prennent pratiquement l'année au complet, sinon plus, avec beaucoup de surtemps pour être capable d'arriver à un événement comme c'est la 46e édition, là. Et j'imagine qu'à chaque année, il faut mettre un petit peu la barre un peu plus haute. Oui, c'est ça l'affaire. Le salon va très bien. Il a été quasiment toujours très, très bien depuis 46 ans. Les gens l'adorent dans la région, c'est leur salon. Donc, quand on arrive en direction puis qu'on maintient après ça le cap, faut continuer à plaire aux gens, satisfaire leurs attentes, mais innover aussi, continuer à être dans l'air du temps. On a eu la pandémie qui nous a appris à innover obligé. On a gardé le meilleur, on a rejeté ce qui nous a dérangé. Mais oui, puis en plus, ça l'a beaucoup grossi parce que non seulement on travaille toute l'année pour monter le salon, là, je dirais au printemps, on commence tranquillement préparer les tournées jeunesse dans les écoles qui vont avoir lieu les quelques jours là, avant le salon. Mais on fait ça vraiment toute l'année. Puis maintenant, on a ajouté une programmation annuelle aussi qu'on a nommée Maison des arts littéraires. Donc, toute l'équipe travaille une partie de l'année au salon, une partie de l'année à la Maison des arts littéraires, puis continue comme ça se chevauche les deux. Mais même juste pour le salon, l'équipe de 5 à 6 personnes, là, dépendant des périodes, est occupée à recruter les auteurs, à dialoguer avec les éditeurs, à faire une veille littéraire, à préparer les contrats avec les fournisseurs, les partenaires. On a de plus en plus de partenaires. Puis on est parti d'une tournée jeunesse sur 2 jours, maintenant sur 3. Avant, on avait primaire, secondaire. Maintenant, on a le CPE aussi. On a aussi maintenant des caravanes littéraires qui se promènent sur tout le territoire de l'Outaouais, donc qui vont jusqu'à Fort-Coulonge, Maniwaki, dans la MRC Papineau, jusqu'à Saint-André-Avelin, dans les environs. Donc, on a 9 auteurs sur le territoire qui font aussi un 5 à 7 avec le grand public sur les lieux. Les tournées jeunesse, il y a 12-13 auteurs qui sont présents sur le territoire pendant 3 jours avant le salon. Donc, notre semaine commence vraiment le lundi. Pas à préparer, là. Nous, on a fini de préparer presque au moment où je vous parle. J'imagine. Mais dans le fond, la semaine du salon commence le lundi. Puis là, il y a une activité en soirée avec un partenaire, Société Gatineau Monde, qui fait une conférence avec France Bellil, l'ancienne mairesse, qui a sorti un livre qui veut parler de ça. On a le mercredi une projection mardi, peut-être, en tout cas, une projection Disney Jonction avec le CNA aussi. Donc, on a toute la semaine avant des activités hors les murs et on arrive au salon finalement de 4 jours. Mais oui, effectivement, ça nous a pris toute l'année. Puis, on a
1500 professionnels sur les lieux. On a à peu près 500 auteurs qui vont être sur nos scènes en dédicace et tout. On a toujours près de 1500 à 1700 dédicaces chaque année, donc ça roule énormément. Puis on a 200 quelques beaux bénévoles et inscrits qui vont donner leur temps aussi au salon. Donc ça fait beaucoup de monde, puis beaucoup d'activités, puis beaucoup d'ententes à gérer pour créer un salon. Mais quand la magie opère, quand on ouvre le jeudi, c'est fantastique. J'imagine de voir l'émerveillement des gens et aussi des bénévoles qui reviennent d'année après année. J'en connais quelques-uns qui sont là et qui vont donner de leur temps et qui adorent ça et qui reviennent. J'imagine, vous avez des bénévoles de plus de 10 ans, 15 ans, même pratiquement 20 ans. 40 ans. 40 ans. En fait, il y a des bénévoles qui étaient là à la première édition au manège militaire de Hull et qui sont encore avec nous aujourd'hui. Certains ont pris une pause de quelques années puis sont revenus. D'autres sont là depuis le début. Donc, il y a des bénévoles, dans le fond, à chaque année, on fait une grande fête des bénévoles puis on fait lever ceux que ça fait 5, 10, 15, 20, 30, 40 ans qui sont présents. Et il y en a de toutes les tranches, là. Donc, les gens, souvent, ils nous adoptent pour longtemps. Il y a eu un changement de garde un petit peu au comité général durant la pandémie. Les gens ont priorisé leur santé, tout ça. Mais il y en a encore qui sont restés des anciens, puis des nouveaux très dynamiques aussi, des nouveaux et nouvelles. Il y a beaucoup de femmes autour du comité général qui sont les chefs de dossier, là, qui sont présents avec nous. Puis, honnêtement, on se le dit chaque année, puis on se l'est dit il y a quelques jours, on a rencontré l'ensemble des bénévoles présents pour des formations. Sans eux, on pourrait rien faire. Sans eux, sans elles, c'est impossible de tenir un salon de cette envergure-là. Là. Il y a d'autres organisations qui engagent des milliers de personnes là, pour faire des activités comme ça. Nous, on a à cœur, puis on est chanceux parce qu'il y a, il y a des députés, des conseillers, des partenaires qui nous donnent des cadeaux pour nos bénévoles, pour les remercier, parce qu'on a beau leur dire à quel point on est reconnaissant. Mais puis ce qui est le fun, c'est que le public leur dit aussi, puis les auteurs leur disent aussi. On est reconnu comme un des salons les plus chaleureux dans l'écosystème québécois des salons du livre. Puis ben ça, c'est vraiment les bénévoles qui font en sorte que ça arrive, là. Quand on rencontre des gens qui sont bénévoles, eh ben, ils parlent du Salon du livre avec une passion, mais aussi, j'imagine que pour quelqu'un qui a une passion pour la littérature, d'être en contact direct et peut-être même un peu plus en arrière-scène avec vraiment leurs auteurs favoris, ça doit être quand même impressionnant pour eux de pouvoir voir de près, là, vraiment de près, les auteurs qu'ils affectionnent. C'est ça, quand on a annoncé, on leur annonce toujours un peu en primeur, ou en tout cas on essaie. Les invités d'honneur, on a cette année comme président d'honneur Dominique Fortier, puis il y a beaucoup de gens qui la lisent, qui achètent ses livres, mais qui l'ont jamais rencontrée parce qu'elle sortait pas tant que ça. Donc on a comme président d'honneur, puis ils ont vraiment hâte de la rencontrer, là, la plupart des bénévoles. On a aussi Alexandre Deschaines, qui est très connu dans la région de l'Outaouais pour sa poésie, son engagement social et tout, mais qui vont pouvoir voir de l'avant pour sa poésie en tant que telle. Il y a Véronique Sylvain, qui est poète de la Cité, qui représente l'Ontario français, qui va être là aussi. Jean-Philippe Plot. Et là, lui, je l'ai rencontré il y a quelque temps à la bibliothèque de Gatineau. Il donnait une conférence pré-salon et c'était plein à craquer. Et Ah oui. tout le monde qui était là avait lu son livre, Rue du Plessis, et avait hâte de le revoir sur scène. Et puis là, je vais dire un nom que tout le monde connaît quasiment, là, c'est Marie Laberge. Ben oui. Ça fait longtemps qu'elle n'est pas venue chez nous, qu'on ne l'a pas vue sur scène. Elle est invitée d'honneur, elle Mhm. aussi. Donc, c'est quelqu'un que les gens affectionnent. On prépare déjà les cordons de foule là, pour les dédicaces parce qu'on sait Ah que ça oui. va déborder, là. C'est certain. Et puis, on a Mani Soleiman-Lou qui est de plus en plus connu du public pour sa dramaturgie. Là, il a sorti Zéro dernièrement, mais aussi comme directeur artistique du CNA, mais aussi comme comédien. On l'a vu dans les téléséries, Mhm. on l'a vu au théâtre aussi, avec son théâtre Orange Noyer aussi. Donc, pour ceux qui ont écouté une certaine série, Coco et Puff, c'est un des comédiens du duo. Mais peu importe, c'est qu'on a des gens qui sont appréciés du public, puis les bénévoles autant que les visiteurs ont vraiment hâte de les rencontrer, là. Les bénévoles, on en a parlé beaucoup, mais les visiteurs, il y en a beaucoup. Et on pourrait se dire, bon, avec toutes les technologies qui existent, que le livre, ben, peut-être ne s'est peut-être pas adapté, mais tout au contraire, le livre a embrassé les nouvelles technologies. Puis on en parlait un peu hors d'onde. C'est maintenant facile d'avoir une collection de livres dans une tablette, peu importe la marque ou la technologie. Les livres sont transportables maintenant et en grande quantité.
Oui, mais en fait, on parle de liseuse ici, là, en parlant Mhm. de tablette. On peut lire sur tablette, on peut lire sur liseuse, mais on peut aussi lire avec nos oreilles maintenant. Puis c'est drôle parce qu'il y a des gens qui se sentent coupables des fois quand ils écoutent Oui. des livres audio. Ben, est-ce que j'ai lu le livre, si je l'ai écouté? Moi, je pense que oui. Tu as une expérience de récit qui t'a été racontée. Il y a une façon de le lire avec les yeux, puis une façon de le lire avec l'écoute, avec les oreilles, ou bien sous forme numérique. Je pense que pour tout ce qui est roman, tout ce qui est récit narratif continu. Ces formes-là, que ce soit le livre numérique ou le livre audio, permettent de vivre une autre expérience. Puis, tu sais, je pars en vacances dans quelques temps Mhm. et je vais apporter ma tablette parce que j'ai 10 livres dessus que je peux lire. Puis c'est une petite tablette de rien. Je vais aussi me brancher dans l'avion sur un livre audio pour me permettre de passer ces 5 heures de vol-là tranquille. Et ça, un livre papier, ça alourdit le bagage, c'est compliqué. Mais malgré toutes les technologies, puis les gens ont adopté certaines de ces plateformes-là, il n'y a pas de baisse d'intérêt sur le livre imprimé. Donc les gens, c'est les deux. Donc dépendant du contexte, les lecteurs, là, les gens qui sont avides de se faire raconter des histoires ou de plonger dans des essais aussi de réflexion, ils ont besoin de ces ouvrages-là pour continuer à vivre. Puis c'est ça que ben, pour vivre de qualité. Puis c'est ça qu'on a voulu faire dans le thème aussi, tous les espoirs sont permis. On s'est dit que ce soit pour rêver, pour se projeter, pour réfléchir, pour rigoler. Tu sais, on voulait que les livres soient au cœur des espoirs qu'on peut, des espoirs, pas du désespoir, des espoirs qu'on peut s'offrir pour se projeter un peu de l'avant parce que ben, sinon, des fois, on a juste envie de fuir. Ben, fuyons dans un livre, puis on aura passé un bon moment comme ça. Et dans la littérature, il y a parfois, j'imagine, des modes. Les gens vont plus se focuser sur un type de livre ou les auteurs vont poursuivre peut-être un peu la mode parce que, bon, ça les inspire, ben, aller dans un certain créneau. Est-ce qu'on voit qu'il y a des tendances en 2025 qui changent au niveau ou est-ce que tous les types de lecture et d'écriture sont encore populaires? C'est une bonne question. Il y a eu une grande tendance à l'autofiction, je dirais, dans les dernières années. Ça continue aussi. Donc, l'art de se raconter, mais de rajouter quand même des éléments, se permettre d'arranger ça avec le gars des vues, là, comme on dit au cinéma. Je pense, entre autres, à deux ouvrages qui ont été d'ailleurs nommés sur la courte liste du prix des libraires que j'ai vu hier passer. Amiante de Sébastien Dulude, puis Je vous demande de fermer les yeux et de vous imaginer un endroit calme, je pense que c'est ça le titre, de Michel Lapierre Dallaire, une autrice de la région de l'Outaouais. Ben, ces deux livres-là sont des autofictions, mais sont aussi donc, tu sais, le côté fiction et auto sont là. Donc, c'est des récits de soi, mais qui sont romancés, ça a l'air un peu péjoratif, on dirait, mais en tout cas, qui sont Agrémenté. racontés, qui sont agrémentés, qui sont ajustés pour en faire des personnages, une histoire avec une trame narrative forte. Donc, c'est juste deux parmi plusieurs. Là, je pense à Caroline Dawson aussi, Là où je me terre, la même chose. Un récit de soi, mais qui a eu vraiment une trame narrative. C'est pas juste un journal qu'on raconte, là. C'est vraiment des œuvres complètes. Donc, il y a une grande tendance vers ça. Mais il y a aussi, tu sais, le polar reste tout le temps très, très à la Ah oui. mode. Le récit historique reste tout le temps très, très à la mode. Les essais ont pris de plus en plus de place Ah dans oui. nos palmarès. Puis je pense que c'est bien parce que c'est justement, il y a des essais plus littéraires, d'autres plus documentaires, d'autres plus Mhm. philosophiques. Mais je pense qu'ils nous aident à aller plus loin. Puis une des preuves, c'est Rue Duplessis. C'est à la fois un peu un récit de soi, puis un essai sur les transfuges de classe. Puis, ben, ça, les gens sont avides de ça présentement. Donc, je dirais qu'il y a ça. Mais on reste quand même avec une littérature de l'imaginaire très présente que les gens ont envie d'avoir. Il y a des littératures plus coquines aussi qui ont la cote. Et la poésie, depuis l'arrivée du slam, il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années, plus ou moins, là, activement, la poésie a repris ses lettres de noblesse dans le quotidien, c'est réactualisé, il y a une poésie plus urbaine, plus jeune, et ça continue à être très présent. On a un pavillon de la poésie chaque année au salon, puis il demeure un endroit de rencontre pour les lecteurs assidus. Puis on a rajouté depuis 2 ans un espace théâtre. Puis cet espace-là, ben curieusement, on se dit le théâtre, ça se lit pas, mais de Mhm. mieux en mieux et de plus en plus, Ah parce oui. que les publications théâtrales sont de mieux en mieux faites, je dirais. Mhm. Le théâtre actuel se lit quasiment aussi bien qu'il se voit. Je vous encourage à aller au théâtre, c'est jamais pareil avec des comédiens qui interprètent les rôles, mais on peut facilement se plonger dans une œuvre de Mishka Lavigne ou même de Mani Soleimanlou qui est invité d'honneur au salon. C'est agréable à lire aussi. On peut se faire nos propres trames narratives, puis la qualité de la publication, elle est là. Donc, honnêtement, je dirais qu'il y a plus de place aux voix qu'on disait mineures ou aux genres qu'on disait mineurs, tout en gardant les autres styles de l'avant.
Je me rappelle, on parlait de lecture de théâtre. Ben, j'ai lu au cégep, parce que j'ai étudié un petit peu en théâtre, que j'ai lu, je me rappelle, Eugène Ionesco. Mhm. Et quand on lit du Ionesco, c'est vraiment aride. Et ça peut en freiner certains de voir, bon, les grands auteurs, on parle un peu Dostoïevski et aussi de lire de ces grands auteurs-là qui écrivent des méchantes briques, ça peut faire peur, mais il y a des livres pour tous les niveaux de lecture aussi, j'imagine. Absolument. Absolument. Puis comme je vous disais, oui, peut-être les théâtres classiques sont un peu plus arides à lire. C'est aussi la forme de publication qu'il y avait, c'est aussi le type de Mhm. dialogue, tout ça. Mais les théâtres contemporains sont très agréables et à vivre sur scène et à lire. Puis surtout si on a vu au théâtre la voir dans les mains puis de le lire après, on entend les voix des comédiens, ça c'est extraordinaire. Moi, Oui. c'est mon plus grand plaisir. Bon, je dois quand même dire que j'ai étudié, j'ai deux baccalauréats en théâtre, là. Je Mhm. l'ai enseigné pendant 8 ans. Donc, c'est sûr que j'ai un amour particulier pour le théâtre et pour la poésie que j'ai pratiqué pendant longtemps et le slam aussi. Finalement, ben, vous comprendrez que j'aime les mots, là. C'est- J'ai été aussi traductrice, puis j'adore de voir c'est quoi les traductions. J'ai lu il y a quelques temps Sarah Polley, traduit par Madeleine Stratford, Cours vers le danger. Et ce livre-là m'a marqué. Le récit d'une jeune comédienne, tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a eu comme impact, mais aussi d'une femme qui vit une commotion cérébrale, puis tout ce qu'il y a comme information contradictoire, puis l'impact que ça a dans la vie. Donc, les livres sont là aussi pour nous outiller, nous faire réfléchir, puis nous rendre un peu la meilleure version de nous-mêmes, des fois. Mhm. On parle de traduction. Il y en a beaucoup de traductions, évidemment, parce que, bon, les livres sont écrits en version originale dans la langue généralement de l'auteur. Et ça nous permet d'avoir accès à des œuvres qui, normalement, ben, je parle, bon, je reprends Dostoïevski, mais je lis pas le russe. Évidemment, il y a peu de personnes qui lisent le russe, surtout de ces années-là. Je me souviens avoir lu des livres en anglais, écrits dans en ancien anglais, et c'est difficile, il faut avoir les références de l'époque. Mais en traduisant, ce n'est pas que de la traduction mot à mot. Et Non. comment est-ce que, en tant que traducteur, on s'imprègne de l'œuvre et souvent, bon, de traduire quelque chose de l'anglais au français ou du français à l'anglais et d'autres langues, ben, souvent les mots, il faut aller chercher le mot juste. Comment est-ce que, en tant que traducteur, quand on lit une œuvre, on, on est capable justement de s'en imprégner pour être capable de bien rendre le message que l'auteur original a voulu donner? Ben, c'est drôle parce que la réponse est un peu dans la question ici. Je trouve ça intéressant d'entendre une question aussi intelligente sur la traduction littéraire. Merci. C'est quand même, ça fait partie de ma maîtrise. J'ai une maîtrise en études langagières qui s'est arrêtée sur les processus de traduction avec un mentorat d'une œuvre littéraire d'une américaine. Euh, ben c'est ça, c'est de s'imprégner. Les traducteurs littéraires ne font pas du transfert de mots dans une autre langue. Oui. Ils sont des lecteurs extrêmement avisés. Ils vont avoir lu plein, plein, plein de fois l'œuvre qu'ils vont traduire. Ils vont avoir eu une impression de lecteur et c'est cette impression-là qu'ils vont essayer de faire vivre au prochain lecteur dans leur langue maternelle à eux ou à elles. Parce que c'est ça qu'on fait quand on traduit de la littérature. On traduit vers notre langue maternelle, mais avec une très bonne connaissance de l'autre langue et avec beaucoup de recherche aussi. Parce que c'est correct de comprendre un mot, mais il faut comprendre son usage dans un contexte social, historique, vraiment personnel aussi. Il faut comprendre un peu c'est qui l'auteur qu'on traduit, c'est quoi la voix qu'on traduit. Donc, il faut essayer pas de transférer, mais de reproduire, de recréer, je dirais, Mhm. cette voix-là avec ces personnages-là. Donc, il faut les recréer, qu'ils soient crédibles pour le lecteur qui va lire dans sa langue et de réinventer des effets. Si c'est un auteur qui a beaucoup de style, c'est super important. Puis, ça va être souvent très, très long de traduire une toute petite phrase parce qu'il y a un effet de style incroyable, Oui. puis on pourra pas le traduire. Hein. On dit souvent Mhm. qu'en anglais, il y a des punchlines vraiment forts, puis en français, on n'en a pas. On a Mhm. d'autres moyens extraordinaires que la langue française de faire des effets. Donc, il y a vraiment beaucoup de travail de recherche. Souvent, il y a un segment qui va changer 1000 fois. Tout le reste du texte est bien traduit, mais ce segment-là, il a été changé plusieurs fois parce qu'il faut arriver à le sentir et à le recevoir le plus possible comme ce qui était dans l'œuvre originale. Donc, c'est ça le travail du traducteur littéraire.
C'est pour ça que chaque année, on en met à l'honneur au salon. Parce que non seulement moi, j'y crois, je trouve ça important, mais à l'UQO, il y a eu aussi longtemps, puis encore des cours en traduction, puis en traduction littéraire, entre autres. Et on invite tout le temps quelqu'un. Cette année, c'est Dominique Fortier, qui est présidente d'honneur, qui est autrice, mais qui est aussi traductrice, qui va discuter. On a Myriam Legault-Beauregard, qui est là aussi, qui a aussi ses cours en traduction, qui a fait de la traduction littéraire, qui est publiée régulièrement. Donc, ils vont discuter ensemble. Et je trouve ça le fun de lever le voile parce que quand j'étais jeune, justement, j'ai commencé en lisant beaucoup de traductions sans savoir que c'était des traductions. Mais moi, je lisais ça puis j'adorais ça, lire ces récits-là. Mais quand on lit un livre puis on se rend pas compte qu'il a été traduit, c'est parce qu'il a été bien recréé dans notre langue, dans le fond, pour laquelle on a accès. Puis je vous encourage vraiment, si vous êtes bilingue, à lire justement l'œuvre originale de Sarah Pollitt, Cours vers le danger, puis l'œuvre traduite. Il y a une expérience différente, mais vraiment similaire là, qui se produit. Puis bien évidemment, sortir les livres de Dominique Fortier puis voir ce qu'elle a fait, puis comment elle a été traduite elle aussi, parce que les auteurs, quand ils sont traduits, on leur donne accès à tout un monde, là, tout un nombre de lecteurs qui n'auraient Oui. pas eu autrement accès à leur œuvre. Là. Puis en parlant d'effets de livres, je veux quand même souligner qu'au Salon du Livre cette année, on a 2 libraires en résidence. C'est une première. Puis si vous voulez quelqu'un qui vous recommande le bon livre pour vous, c'est les libraires. Donc sur le terrain, il y aura 2 libraires qui se promèneront, Philippe Fortin puis Audrey Martel, qui auront des activités sur les scènes, mais qui seront aussi présents en tout temps. Puis je vous encourage vraiment à fréquenter vos librairies en complémentarité, en parallèle, avant, après le salon. Là, sont vraiment là toute l'année pour nous autres. Hein. Pour revenir un petit peu sur le métier de traducteur en parlant, j'ai une question qui m'est arrivée et je me demandais, est-ce qu'on a accès à l'auteur? Quand on reçoit une commande de traduction, est-ce que pour certaines phrases ou pour certains contextes, est-ce qu'on a accès à l'auteur original pour lui demander, ben, comment tu as vu ça? Qu'est-ce que tu veux dire là-dedans? Ou est-ce qu'il faut juste se fier au texte qu'on a et à ce qu'on a lu de l'auteur ou du genre? Parce que j'imagine que c'est difficile d'essayer de trouver la bonne intention dans un texte si on n'a pas accès à l'auteur. Ça dépend de ce qu'on traduit, en fait. Puis c'est pas toujours des commandes, hein. Des fois, c'est des projets qui deviennent des projets personnels d'un traducteur, d'une traductrice littéraire qui est tombée sur une œuvre incroyable, qui fait une démarche même de bourse pour avoir des sous pour traduire l'œuvre, puis après ça, qui le dépose à un éditeur ou qui propose à un éditeur pendant le travail pour voir son intérêt. Des fois, c'est des commandes. Quand on est déjà connu comme traducteur littéraire, on peut avoir des commandes, des demandes de certains éditeurs qui en font un de leurs axes éditorial. Donc, quand c'est des auteurs contemporains, on a souvent accès, pas toujours. Il y en a qui sont plus disponibles que d'autres, qui ont plus de plaisir à échanger que d'autres. Il y en a aussi qui ne comprendront vraiment pas la langue d'arrivée. Là. Je pense à des auteurs Hmm, qui sont traduits en russe, on parlait de russe justement tantôt, oui. en allemand, ou il y a pas beaucoup de gens qui connaissent ces langues-là. Il y en a, évidemment, les traducteurs, ils les connaissent, mais tu sais, donc l'auteur va souvent pas comprendre ta langue. Donc, oui, tu peux lui parler dans sa langue puisque tu traduis sa langue, c'est correct, mais il va pas pouvoir confirmer que tu as bien compris si tu lui montres ton extrait. Donc, il faut vraiment que si tu as accès, tant mieux, il faut que tu jases. Mais il y en a qui ont envie de pas être en dialogue. Comme il y a des auteurs qui n'ont pas envie d'être en dialogue, ils veulent juste que le produit se fasse, puis sont heureux d'apprendre que ça s'est fait. Et des fois, ils vont aller assister à des lancements, à des événements, mais fait que ça dépend vraiment, premièrement, si on traduit un auteur vivant, évidemment, parce que Oui. sinon, bon, on peut jouer au Ouija pour essayer de demander, mais il répondra pas peut-être pas Ouais. fort. Mais sinon, c'est pas systématique, je dirais. C'est heureux quand ça arrive. Et des fois, il y a des belles amitiés qui se développent. Moi, j'ai connu l'autrice, je sais pas si vous la connaissez, Virginia Pessemapeo Bordelot, qui est une autrice autochtone de l'Abitibi. Je l'ai connue parce que je connaissais sa traductrice en anglais, Suzanne Oriou, et je les ai rencontrés à Toronto durant un colloque de traduction. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'autrice. Donc, à travers la traductrice, ils sont devenus amis. Ils ont vraiment une connexion incroyable. Donc, elles se parlent régulièrement quand l'une traduit l'autre, mais c'est pas le cas de tout le monde tout le temps. Et pour la 46e édition du Salon du Livre, qu'est-ce qu'il ne faut absolument mais pas manquer? Ah, wow. Écoutez, il y a des activités sur scène de 9 heures le matin à 20 heures le soir, le jeudi, vendredi, de 9 heures le matin à 17 heures le samedi, puis de 9 heures le matin à 17 heures le dimanche. Il y en a
plus que 150 activités, au moins sur les scènes, plus que ce qu'il y a dans les murs. Donc pour moi, c'est déchirant ça. Mais je vais quand même vous suggérer de regarder le carnet en ligne, carnet.slo.qc.ca, d'aller faire un tour dans le stand Gelée autochtone parce qu'ils ont fait un feu, ça brûlera pas pour vrai, mais ils ont fait un feu autour duquel on peut s'asseoir, puis là, se faire raconter des histoires par des autrices ou des auteurs autochtones dans leur stand. Ça va être vraiment, c'est une nouveauté. Ça va être vraiment le fun de vivre ça. Je vous dirais qu'aller passer devant l'espace théâtre, puisqu'il y a des lectures qui vont se passer dans le stand, il y a une petite scène de rien, puis c'est vraiment des moments privilégiés. L'année passée, c'était une première année, c'était extraordinaire ce qui se passait là, c'était magique. Sinon, la conférence brunch de Jean-Philippe Plot le samedi matin sur la place Yves-Thériault, on vous offre des viennoiseries incroyables. Il y a la rectrice de l'UQO qui va être là pour jaser avec Jean-Philippe. Jean-Philippe va surtout parler de justement de son œuvre, de son thème, puis tout ça. Puis on aime l'entendre à la radio. Il était là avec Serge Bouchard avant. Maintenant, il est avec des invités différents. Mais je pense que de le voir sur scène, comme je vous dis, je l'ai vu en petite conférence là, à la bibliothèque de Gatineau dernièrement. Puis quand je l'ai vu, je me suis dit, mon Dieu, ça va être extraordinaire sur une grande scène à la place Yves-Thériault. Donc, conférence branche le samedi matin à 10-11 heures. Il faut vérifier le carnet. Donc ça, c'est vraiment des musts. Sinon, il y a plusieurs cabarets littéraires qu'on va faire sur nos scènes. Nos invités d'honneur sont adorables, sont incroyables. Il faut vraiment assister à leurs entretiens. Il y a des hors-les-murs aussi, mais je peux pas tout vous raconter. Ah, un petit mot sur... Il y a un collectif qui s'appelle N'oublie surtout pas que je t'aime, qui est 9 jeunes auteurs de la région qui ont été mentorés par des grands auteurs de la région et qui sont publiés aux éditions David. Et il y a un lancement le jeudi soir. Je pense que c'est un must. Ce livre-là a des perles incroyables, puis il y a de la relève en écriture dans la région. Ben, c'est toujours un plaisir, comme je le disais un peu hors d'onde. Je suis pas le plus avide des lecteurs. Bon, je lis beaucoup de communiqués de presse, là. Ça, j'en lis beaucoup dans une semaine, mais c'est toujours un plaisir. Puis de voir quelqu'un d'aussi passionné pour son événement, ben moi, ça me passionne aussi autant. Et je pense que la transmission se fait très bien. Merci beaucoup, Mélanie Rivet, directrice générale du Salon du livre de l'Outaouais. Bonne 46e édition. Merci. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition numéro 29 de Studio Libre. J'aimerais remercier mon invité d'aujourd'hui, la directrice générale du Salon du livre de l'Outaouais, Madame Mélanie Rivet. Et je vous rappelle que la 46e édition du Salon du livre de l'Outaouais se déroule en fin de semaine du 20 au 23 février au Palais des Congrès de Gatineau. C'est votre chance d'aller rencontrer vos auteurs favoris en chair et en os. Je vous rappelle que nos émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube qui en est pratiquement à 1000 abonnés. On est autour de 800 présentement. Et à 1000 abonnés, pour ceux qui connaissent, eh bien, nous pourrons enfin monétiser notre contenu sur cette plateforme. Et donc, c'est totalement gratuit. Vous cliquez « Je m'abonne » à côté de TVC Basse-Lièvre. Une autre chose qui est complètement gratuite, c'est aussi notre groupe de discussion Facebook. Vous savez, avec le bannissement de notre page Facebook par Meta, eh bien, nous avons créé un groupe de discussion pour que vous puissiez avoir des nouvelles au quotidien de notre chaîne. Et c'est tout simple, vous tapez TVC Basse-Lièvre entre parenthèses officiel dans le moteur de recherche et vous allez nous trouver. Et pour moi, il me reste à vous dire bonne journée et on se retrouve pour un autre Studio Libre.